provoquer un gouvernement qui tombe, mais derrière, la réalité, c'est des chômeurs en plus et des entreprises qui sont en train de tomber. Et pour en parler ce matin en plateau, Michel Picon, bonjour, président de l'UDP, Union des entreprises de proximité, les petites entreprises justement qu'on a envie d'entendre, pas que les grands patrons du CAC 40. Gaëtan Mélin, chef du service éco et social de BFM TV. Les réactions politiques, ce sera Nicolas Metzdorf, bonjour, merci d'être avec nous, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, et Yann Brossa qui nous a rejoint, sénateur de Paris et porte-parole du Parti communiste. Michel Picon, c'est ça vraiment la réalité aujourd'hui ? Oui, malheureusement, oui. C'est une situation inédite que l'on connaît. Alors, il y a une partie de la situation politique qui est cette instabilité qui nous prive de visibilité. Et puis, il y a une conjoncture, une baisse de la consommation, des tas de facteurs exogènes peut-être, mais qui ont conduit depuis le mois de juillet 2024 à une situation où dans les petites entreprises, alors, il y a les grandes, elles menacent de partir. Oui, on a entendu Bernard Arnault. Oui. Il n'y a pas que lui. Oui, non, il n'y a pas que lui. Lui, il a peut-être la possibilité de partir. Nous, on va rester parce qu'on a des clients, on a des patients, il y a des boulangers. Tous les matins, ils accueillent leurs clients, des infirmières qui se lèvent pour aller soigner leurs patients. Donc, nous, on va rester là et on est pétrifiés. Pardon de le dire, je sais que j'ai 2 députés face à moi, de l'irresponsabilité politique. Pardon de m'exprimer ainsi, je sais que ça peut vous paraître violent, mais nous, on est exaspérés. 66 000 entreprises qui sont parties au tapis. 80% de ces 66 000 sont des petites entreprises. Alors on les a aidés pendant la période du Covid et moi je salue le soutien que le gouvernement à l'époque a apporté aux petites entreprises. Mais si on les a aidés pour les tuer 3 ans après, franchement, il faut que ça s'arrête. Et on est en colère. On est en colère pour nos entreprises, mais on est aussi en colère pour nos salariés. 1500 salariés dans les TPE de moins de 11 personnes sont virés, licenciés toutes les semaines. Et ça nous crève le cœur, parce que dans les petites boîtes, les salariés, il y a une relation humaine entre notre salarié. Quand on licencie, c'est un crève-cœur. Bon, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on relance, il faut que le bâtiment reprenne, il faut que la prime rénov', vous ayez un budget voté et que ça se remette en route, que les Français ne soient plus terrifiés, que l'épargne, le taux d'épargne qui n'a jamais été aussi haut, on me parle que du pouvoir d'achat, bien sûr qu'il existe, on échangera peut-être là-dessus, mais un taux d'épargne qui grimpe, pourquoi ? Parce que les gens sont inquiets, il faut les rassurer et vous avez cette responsabilité de rassurer le pays. On va parler des chiffres, on va avoir des réactions des syndicats, mais allez-y messieurs, allez-y, rassurez les petits patrons. D'abord, moi j'entends tout à fait ce qui s'exprime. Vous évoquez notamment la question du secteur du bâtiment. C'est un secteur que je connais bien. J'ai longtemps été maire adjoint à Paris en charge du logement. Prenons un exemple très concret. MaPrimeRénov', c'est-à-dire les crédits de l'État pour permettre à des propriétaires de rénover leur logement et de mieux l'isoler. Moi, je suis d'accord. On aurait besoin de booster ce secteur a fortiori dans une période où, parallèlement, on va interdire la location de passoires thermiques. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui quelque chose d'absurde. D'un côté, on interdit la location de logements qui sont mal isolés et parallèlement, on a une chute des crédits de l'État qui permettent justement d'aider les propriétaires à rénover leurs bâtiments. On devrait, dans un monde normal et un peu sensé, se mettre d'accord sur le fait qu'on doit mettre plus de crédits pour la rénovation énergétique des logements. On entend plus parler de censure et de lignes rouges que de crédit en ce moment. Oui, mais pour moi, le sujet, justement, c'est comment, sur un sujet comme celui-là, parce que c'est bon et pour l'environnement et pour l'emploi, comment est-ce qu'on fait en sorte de se mettre d'accord et d'avoir du consensus sur une question comme celle-là ? Or, le budget qui est en train d'être discuté en commission mixte paritaire prévoit des coupes extrêmement sévères sur le dispositif MaPrimeRénov'. Donc, excusez-moi, mais on marche sur la tête. Il y a aussi 50 milliards d'économies à faire. Oui, mais c'est pas dans ce secteur-là qu'il faut les faire. Excusez-moi de le dire. Non, mais voilà le problème auquel on est confronté tous les jours en France et notamment au Parlement. Et c'est les 2 raisons qu'exprime monsieur qui font que les petits patrons sont inquiets. Point 1, c'est quoi ? Mon collègue communiste dit qu'il faut augmenter la dépense. Il faut plus de crédit. Mais pourquoi vous caricaturez ? Donc, du coup, on parle d'un sujet précis. C'était en particulier. On parle d'un sujet précis. Répondez sur ce sujet. Il faut diminuer ou pas les crédits à MaPrimeRénov'? Je vous ai pas coupé. Oui, mais bon, vous êtes de mauvaise foi, c'est le problème. Non, mais laissez les gens parler. Ouais, mais encore faut-il qu'on puisse s'accorder sur les termes du débat. Arrêtez de couper la parole. Ne soyez pas de mauvaise foi. 2, il faut réduire drastiquement la dépense publique dans notre pays. Parce que si on ne réduit pas la dépense publique, moi je suis pour la baisse de la prime rénov', je suis pour la baisse de toutes les primes, je suis pour la baisse de toutes les dépenses publiques. Pourquoi ? Parce que plus on augmente la dépense publique, plus on augmente les impôts.
On augmente les impôts pour les grandes entreprises, on augmente les impôts pour les moyennes entreprises et on augmente les impôts pour les petites entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Les grandes partent, elles ne font plus travailler les petites et les petites continuent de mourir dans un pays qui ne fait qu'augmenter les impôts. 46% de taux de prélèvement obligatoire en France. On est les champions de l'impôt de l'Europe. Et à un moment donné, on ne peut plus payer autant d'impôts. Il faut réduire la dépense. Point 1. Point 2, on a besoin de stabilité. C'est pas en nous menaçant de censure tous les 15 jours qu'on va offrir de la stabilité politique au pays et de la perspective. Vous ne faites que censurer les gouvernements. Tout le temps, moi je vote à l'Assemblée nationale, enfin de solliciter pour voter à l'Assemblée nationale des censures toutes les semaines. Vous n'avez pas menacé de censurer un gouvernement de gauche? Non mais vous en avez pas marre de déstabiliser le pays? Non mais je vous pose la question. Ils ont besoin de stabilité. Vous n'avez pas menacé de censurer un gouvernement de gauche? Pourquoi vous répondez jamais aux questions qu'on vous pose? Ils ont besoin de stabilité. Pourquoi vous répondez jamais aux questions qu'on vous pose? Arrêtez de déposer des motions de censure tous les 15 jours. Vous n'avez pas menacé de déposer une motion de censure? Est-ce que j'ai voté une censure? S'il y avait eu un gouvernement de gauche, vous l'auriez pas censuré? Gaëtan. Non, on a besoin de stabilité. Vous n'avez pas menacé de censurer un gouvernement de Gaëtan, mais là, en gauche? plus, avec une sensation que l'économie française est à l'arrêt Vous êtes aujourd'hui. dangereux pour la France. Tous les chiffres sont dans le rouge. Oui, tout à fait. Effectivement, on l'a bien vu. Sur les 7 dernières années, les entreprises ont bel et bien eu la stabilité financière et fiscale qu'elle demandait. Et finalement, il est vrai que le gouvernement a mis en place une politique de l'offre protégeant les entreprises et donc des entreprises qui ont massivement investi, qui ont embauché. On a quand même, rappelons-le, eu le plus bas taux de chômage depuis des décennies. Aujourd'hui, inversement de tendance, finalement, vous l'avez dit, l'économie est à l'arrêt. Depuis quand? Depuis la dissolution et la décision ensuite de censure. On rappelle quand même qu'on n'a pas de budget. Et donc, qui dit pas de budget, à part le budget grâce à la loi spéciale, qui est une reconduction du budget de 2024, eh bien, effectivement, on assiste aujourd'hui à un attentisme de la part des entreprises, mais également des ménages, puisque on le voit bien, les entreprises françaises n'investissent plus, n'embauchent plus, et même les entreprises françaises qui s'étaient engagées à relocaliser en France, eh bien, pour 9 entreprises sur 10, ils ont décidé de s'abstenir. Et ce qui est un peu plus grave, c'est qu'en décembre dernier, on avait aussi une enquête du baromètre EY qui indiquait que les entreprises étrangères qui s'étaient engagées à investir en France, eh bien, ont mis tous leurs projets à l'arrêt en attendant de voir effectivement à quelle sauce ils vont être mangés. Donc oui, vous avez raison. L'un et l'autre d'ailleurs, parce que effectivement, il faut. Pas ça. Si. Bah si, pour une fois. Pardon, parce que effectivement, il faut réduire les dépenses, mais est-ce qu'il faut flécher les dépenses sur la baisse de la prime Rénov'? Avoir des priorités. Ça, c'est une question, effectivement. Et puis baisser les dépenses, oui, mais pardon, monsieur, mais ça veut dire aussi que c'est vous, en quelque sorte, qui recréez de l'instabilité, parce que la surtaxe dont on parle aujourd'hui, dont les chefs d'entreprise parlent, c'est bel et bien d'abord le gouvernement Barnier qui l'a mise en place et qui a été repris par le gouvernement de M. Bayrou. On s'est toujours opposé à l'augmentation des impôts, nous, au groupe EPR. Oui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir effectivement une hausse de la fiscalité sur les entreprises, et c'est aujourd'hui ce que dénoncent massivement et les grandes entreprises et les petites entreprises. Alors justement, quelle réaction du gouvernement et des syndicats? On verra ça dans un instant. D'abord, priorité au direct. On vient d'avoir la confirmation de la libération de 3 nouveaux otages israéliens demain. C'est le Hamas qui le confirme, et de sources diplomatiques, on a l'identité de ces otages. Patrick, parmi eux, donc ils sont 3, et parmi eux, il y a le franco-israélien dont on a beaucoup parlé, Ofer Calderon, 54 ans, qui avait été enlevé le 7 octobre avec ses enfants. Avec ces enfants qui ont pu être libérés lors de la première trêve. Ofer Calderon, c'est un menuisier, effectivement, dont on ignorait tout pendant plus de 400 jours. C'est-à-dire que très régulièrement, toutes les semaines, dès qu'on avait l'occasion de nous entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'on avait quelqu'un de la cellule de crise, lorsqu'on avait un diplomate, l'ambassadeur de France en Israël, à chaque fois la réponse était la même: je ne sais pas, nous ne savons pas. Tout ce qu'on avait, c'était ce que ces enfants avaient raconté, parce que eux ont été libérés au bout de 50 jours. Et nous ont dit qu'il était blessé. Voilà, il à la était jambe. blessé. Oui, mais c'était il y a un an, voire il y a déjà 1 an et demi, 15 mois. Et donc il y avait de graves doutes.
La deuxième information, c'est qu'a priori, les 3 otages qui seront libérés demain sont en vie, parce que vous le savez, plus nous avançons dans cette première phase de négociation et d'échange prisonniers palestiniens contre otages israéliens, eh bien, on sait qu'il y a au moins 8 décédés parmi les 33 de la liste. Eh bien, Ofer Calderon est en vie, selon plusieurs informations. Il va donc être libéré demain. On le rappelle, il habitait un kibbutz, le kibbutz de Niroz. Près de la bande de Gaza. Son ex-femme, qu'on a beaucoup vu, qui s'est battue pour qu'on n'oublie pas le visage. Hadas Calderon. Et voilà, Hadas Calderon, de son ex-mari, avait pu, elle avait pu s'enfuir. En revanche, la grand-mère avait été tuée, l'une des petites filles aussi. Et puis, il y avait Erez et Sahar qui étaient sortis après 51 jours de détention et qui avaient donc cette vision de leur papa blessé depuis 15 mois. Ils vont pouvoir revoir. Vous restez avec nous, Patrick. On va aller tout de suite en Israël retrouver Bethsabée Salem avec l'angoisse évidemment des familles qui ont été informées. Ça y est, Bethsabée. Effectivement, donc 3 otages, c'est officiel, qui vont être libérés demain. Vous l'avez dit, Ofer Calderon, franco-israélien, le papa Bibas, Jordan Bibas, et un franco-américain, Keith Seagal, on s'en doutait. Alors pour revenir sur Ofer Calderon, effectivement, il a 54 ans, c'est le père de 4 enfants. 2 de ses enfants avaient été kidnappés aussi. Ils ont été relâchés lors d'une vague de libération en novembre 2023. Et d'ailleurs, on se souvient, une de sa fille avait raconté qu'il lui avait dit, quand elle avait dû quitter son père qui était encore en captivité à Gaza, il lui avait dit: s'il te plaît, bats-toi pour moi, je ne veux pas mourir ici. Ofer Calderon, qui était blessé à la jambe, mais a priori ce n'est pas une blessure grave, et comme vous l'avez dit, il est en vie a priori, puisque on libère d'abord les otages qui sont encore en vie. Donc à ses côtés demain, Jordan Bibas. Ici en Israël, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amertume, puisqu'il est relâché avant sa femme, Shiri, et ses 2 petits garçons qui devraient être âgés aujourd'hui de 5 et 2 ans. Or, eh bien, le fait qu'il n'ait pas été libéré les premiers, c'est un signe très inquiétant sur leur sort. Et puis, ce franco-américain, donc Keith Seagal, qui va pouvoir lui aussi retrouver sa famille si tout va bien dès demain. Merci beaucoup, Bethsabée. Si tout va bien, libérable, on est prudent, Patrick, parce qu'on a appris à l'être. Oui, on a raison, il va falloir être très transparent là-dessus. Ofer Calderon est libérable. On espère tous qu'il va être libéré, mais ce nouvel échange intervient dans un contexte, on le pressentait, mais de plus en plus tendu. Vous avez vu... Bien que les négociations pour la trêve, c'était tellement compliqué. Sont très difficiles, mais surtout, vous avez vu la dernière journée de libération, c'était hier. Le Hamas plus ça avance, plus il met en scène de façon... c'est une soldate qui a été libérée hier. Oui, une soldate qui a été libérée, mais alors dans des conditions mais absolument abominables pour cette jeune femme qui est sortie totalement terrifiée, avec des dizaines d'hommes en armes, cagoulés, et ça devient un objet de propagande de plus en plus fort. Tellement fort que Benjamin Netanyahou a suspendu hier la sortie des bus de détenus palestiniens pour dire: écoutez, ça peut pas devenir comme ça cet objet. Il y a simplement un échange. On n'est pas obligé d'en faire une propagande immense ici. Mais encore une fois, plus nous avançons dans cette première phase, plus les négociations vont devenir difficiles, plus on arrive sur vraiment le dur. C'est-à-dire que la communauté française, évidemment, se réjouit qu'Ofer Calderon soit libérable, mais Bethsabée vient de le dire à l'instant. L'autre information qui jette un froid immense en Israël, c'est le fait que Yarden Bibas sorte avant sa femme et les enfants. Ce qui veut dire qu'il y a très très peu d'espoir pour vraiment l'un des symboles de cette détention depuis 15 mois. Ce sont les enfants, notamment Kfir Bibas, qui devaient avoir 2 ans, qui a 2 ans ou qui devaient les avoir, et malheureusement il y a beaucoup de pessimisme à son objet. Mais restons effectivement sur ce mot de libérable, parce que jusqu'au bout, et chaque libération, on a vu qu'hier, il y a eu 8 personnes qui ont été libérées, mais le Hamas a fait en sorte que l'une sorte depuis Jabalia, c'est-à-dire l'extrême nord, avec une mise en décorum et en propagande énorme. D'autres sont sortis par le sud, depuis Ran Younes notamment. Là, demain, jusqu'à ce que nous ayons l'information selon laquelle Tsahal a repris Ofer Calderon et l'amène en sécurité sur le territoire israélien. C'est même pas la Croix-Rouge, c'est vraiment une fois que la Croix-Rouge donne à Tsahal, là, nous pourrons dire qu'Ofer Calderon
a été libéré. Avec une pensée aussi pour le deuxième franco-israélien qui est toujours aux mains du Hamas, Ohad Yalomi. Là, pour l'instant, il pourrait faire partie d'une prochaine liste, mais il y a toujours ce côté compte-goutte, vraiment, des libérations au compte-goutte. Et on est prévenu que quelques heures avant de l'identité des otages. De l'identité et ensuite de l'état des otages. Là, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel sur l'état d'Ofer Calderon, mais a priori, selon plusieurs sources, il est vivant. Restons-en là. En revanche, on sait que le Hamas, c'était dans le cadre de l'accord, a donné une liste complète des 33, ou en tout cas de ceux qu'il reste, avec l'état de santé. On sait que les familles ont été informées, mais pour l'instant, il y a un silence complet de la part de ces familles depuis le début de la semaine. Et qui est encore en vie ou pas? Qui est encore en vie? Dans quel état? Là, par exemple, il y a un homme qui s'appelle Keith Siegel qui va sortir, ou qui devrait sortir demain, qui est américano-israélien. Il a 80 ans. Ouais. Semble-t-il, il est en vie, mais il y a des gens qui étaient avec des traitements, notamment des dialyses. Et puis, il y a ces fameux 8 morts, au moins, c'est une estimation de l'armée israélienne, sans savoir, ou en tout cas sans vouloir dire, qui sont ces personnes décédées. Merci beaucoup, Patrick. En tout cas, Ofer Calderon, franco-israélien, libérable ce week-end. L'information a été confirmée de sources diplomatiques. Voilà. On espère évidemment qu'il est en bonne santé et on suivra cette libération entre le Hamas et Tsahal. Un échange, on le rappelle, d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens qui devrait avoir lieu donc dans le courant du week-end. Dans l'actualité également, ces contrôles de plus en plus importants, notamment au niveau des stupéfiants réclamés par le ministre des Transports après cet accident hier. On vous en a beaucoup parlé d'un car scolaire qui a fait une victime, une lycéenne décédée. Elle avait 15 ans seulement. C'est 2 millions d'enfants quand même qui chaque jour empruntent ces transports scolaires. Le conducteur a été testé positif hier au cannabis. On en parle avec vous, Vincent Ventighem, grand reporter police-justice BFM TV. Parce qu'on attend maintenant une analyse de sang qui va venir confirmer ou pas d'ailleurs ce résultat. On attend les résultats de cette analyse de sang qui a été effectuée en fait hier matin après l'accident parce que vous l'avez dit, le conducteur de bus a été soumis à ce qu'on appelle un test salivaire qui s'est révélé positif aux stupéfiants. C'est le procureur de Chartres qui l'a confirmé, mais en expliquant bien qu'il fallait que ce test soit désormais confirmé parce qu'on le sait, s'agissant des tests salivaires, il peut être positif aussi à l'occasion d'une prise de médicaments. On n'arrive pas à savoir de quelle substance, en l'espèce, il aurait pu consommer, à quelle date. Donc c'est ces précisions que vont nous apporter les tests sanguins. Tests qui ont été effectués hier et dont les résultats devraient être connus d'ici la fin de matinée. C'est en tout cas ce que le parquet de Chartres a indiqué ce matin. Oui. Alors cet homme, il est en garde à vue depuis hier après-midi. Il maintient qu'il a tenté d'éviter un autre véhicule. En tout cas, c'est les premières explications qu'il a données lorsqu'il a été placé en garde à vue. On l'a évidemment interrogé sur les conditions de l'accident et il a indiqué, qu'il avait croisé un véhicule qui mordait légèrement sur la ligne médiane au niveau du milieu de la chaussée, que c'est ça qui l'avait fait décaler sur le bas-côté avant de verser dans le fossé. Maintenant, il y a un problème avec cette version, c'est que selon la préfecture, il n'y a qu'un seul véhicule impliqué dans l'accident et du reste, le véhicule dont il parle, il a disparu. Alors, il va falloir s'interroger là-dessus. Est-ce que, il y a un véhicule qui était impliqué et qui a pris la fuite après, ou est-ce que c'est une explication sur laquelle cet homme, ce conducteur de bus, voudrait revenir avec un élément important? Le bus transportait 35 adolescents. Alors évidemment, il faisait nuit, il pleuvait, mais peut-être que l'un de ces adolescents a vu quelque chose. Et on imagine qu'ils vont être auditionnés par les enquêteurs, évidemment. Bien sûr. Avec nous également Maria Lig. Bonjour Maria, merci d'être avec nous, experte transport du cabinet SIA. Il y a combien de vies brisées comme ça à cause des stupéfiants? Les chiffres sont assez élevés. 20% des accidents de la route sont liés à une prise de drogue? Alors oui, mais dans notre cas, le cas qui nous intéresse, les cars scolaires, c'est rarissime d'avoir des accidents. Heureusement, j'allais vous dire, heureusement que les stupéfiants sont rares dans les cars scolaires. Et nos enfants, ils sont relativement, ce cas il est vraiment très très triste, mais nos enfants, ils sont en sécurité lorsqu'ils sont à bord d'un car scolaire. Il y a beaucoup plus d'accidents dans l'automobile, donc fois 10, et on a 200 fois plus d'accidents lorsqu'on est sur une moto que dans un car scolaire. Oui, ces accidents restent rarissimes. Et puis, il y a des règles spécifiques plus strictes pour les contrôles. Le ministre en veut plus, mais en fait, il y en a déjà pas mal des contrôles sur les conducteurs de transport scolaire. Tout à fait. Tout d'abord, il suffit une formation sur la sécurité routière, bien évidemment. Ils ont l'obligation, du coup, de contrôle à l'embauche et puis les contrôles réguliers. Il y a les tests de sécurité, de contrôle technique de leur véhicule. Puis, ils ont la porte de ceinture qui est obligatoire. Ils ont une formation aussi de premier secours et de gestion de passagers à bord.
Et Dieu sait, il faut en gérer quand on transporte les aides. Oui, une quarantaine d'adolescents, on peut imaginer. Mais on s'est rendu compte aussi, en travaillant sur cette affaire, que c'était aussi beaucoup en fonction des différentes compagnies. Chacune pouvait avoir des règles plus ou moins strictes. Il y avait peu, finalement, d'obligations extérieures. Oui, tout à fait. Disons que il y a une modification qui a eu lieu avec le regroupement de services en 2015 par région. Donc, ça a impacté une modification. Et puis, il y a des sociétés qui implémentent plus ou moins les innovations, notamment les surveillances, les contrôles. Mais en tout cas, il y a des éthylotests qui sont obligatoires. Et on a vu aussi... Mais éthylotest, c'est pour l'alcool, pour les stupéfiants, voilà. Pour les stupéfiants, en fait, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe, comme ce qu'expliquait Vincent. Donc, il y a le test salivaire qui n'est pas tout à fait fiable. Et puis, ça a une durée de validité. Ça veut dire qu'il faut retester peut-être plusieurs fois par jour. Et puis, on a aussi la problématique tout simplement de l'attractivité aussi de ce métier, qui n'est pas un métier facile, avec des coupures, avec les horaires décalés, avec un salaire qui n'est pas très, très grand. Donc, il y a un enjeu de former, de sécuriser ce métier. Merci beaucoup à tous les deux. On suivra évidemment d'abord le résultat de ces analyses et puis les résultats aussi de l'enquête menée sur le car lui-même. Est-ce qu'il y a eu un défaut technique ou pas? À cette heure, encore aucune précision. Merci encore. Vous restez avec nous dans un instant dans le live. On reviendra sur cette information. Ofer Calderon, qui fait bien partie des otages libérables ce week-end par le Hamas. Ofer Calderon, c'est cet otage franco-israélien qui avait été enlevé avec ses enfants alors qu'il se trouvait dans son kibboutz à côté de la bande de Gaza. Comment va-t-il? On avait juste les témoignages de ses enfants qui le disaient blessés. Sa famille espère le retrouver dans les prochaines heures, prochains jours qui viennent. À tout de suite. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. Événement BFM TV. Pendant plus de 15 jours, la ville de Nice vibrera au rythme du carnaval sur le thème du roi des océans. Les corsis carnavalesques et les batailles de fleurs plongeront la ville dans une ambiance festive et aquatique. BFM TV, partenaire de l'événement, vous offre un séjour exceptionnel au cœur du carnaval. Jouez sur bfmtv.com. Pour votre énergie solaire, pourquoi payer plus cher? En ce moment, la centrale photovoltaïque de 3 kW est à 2500 €. Et oui, 2500 €. Dépêchez-vous de réserver votre kit sur fleuronindustrie.com. Je suis content que tu sois là. Et toi qui voulais pas venir? On est quand même mieux là qu'au bureau, hein? Tu me le dis si je parle trop. Vous faites déjà trop de compromis. N'en faites pas pour votre banque. Profitez de tout ce que vous attendez d'une banque au prix d'une banque en ligne. Hello Bank, en ligne, en mieux. En ce moment, jusqu'à 180 € d'avantages offerts. Oh, c'est dégoûtant! Il est temps de changer tout ça! Avez-vous déjà essayé Canard Fresh Disc? Obtenez un nettoyage complet de toute la paroi de la cuvette et dites adieu aux dartres et aux taches. Canard Fresh Disc, c'est satisfait ou remboursé. SC Johnson. DS19, la première DS de Citroën. À l'occasion de ses 70 ans, replongez dans l'histoire de cette voiture mythique à travers des fascicules passionnants. Chaque semaine, assemblez votre maquette exclusive de la DS19 à l'échelle spectaculaire 1/6 et contrôlez ses suspensions, lumière et son grâce à sa télécommande. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Tu te sens pas trop seule là? Ça recommence. Pour faire face au harcèlement, AXA propose désormais une assistance psychologique et juridique dans son assurance scolaire. C'est ça, inventer l'assurance qui vous ressemble. AXA. Chez Céréales Bio, nous mettons chaque jour la main à la pâte pour vous cuisiner le meilleur du végétal. Des ingrédients peu transformés pour des recettes sources de protéines et pleines de goût. Céréales Bio, les chefs du végétal. Gourmand des veggies, découvrez nos délicieuses boulettes riches en protéines et prêtes en 6 minutes. Un intérieur au design raffiné, avec 20... Bah, elle est pas neuve? Encore mieux. Seulement 23 km au compteur. Ah ok. Et beaucoup moins cher que la neuve. Et vous en avez beaucoup comme ça chez Aramis Auto? Bah toutes celles-là. Ah oui, et jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve.
Aramis Auto. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel et profitez de l'intelligence artificielle pour créer votre site web en un éclair. Yonos. Découvrez le nouveau crossover urbain. Version mini. Le nouveau Mini Iceman est là. Réservez votre essai sur mini.fr. Free, like the river, what I am and who I need not be. La plus belle des réussites, c'est celle qui rayonne. Banque Populaire accompagne chaque jour 200 créations d'entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Wow. J'aime bien cuisiner. Attends, t'as mis des boulons dedans? Mais t'aimes pas ça? Ah non, mais justement, j'adore ça. C'est vrai? Oui, je fais des pâtes au boulon, je fais des quiches au boulon. L'autre jour, j'ai fait une tourte au boulon. J'adore. Pour le goût de ton cake au boulon ou... Oui, pardon. Le jour où vous aimerez les boulons, nous baisserons leur prix. En attendant, chez Auchan, nous faisons le choix de baisser le prix de milliers de produits que vous aimez vraiment, comme les mentales râpées, à 1,69 €. Auchan, le choix, le bon. Chaque jour, nous sommes exposés à des images dramatiques. Des millions d'enfants sont frappés par les guerres, les crises climatiques, les catastrophes naturelles. Ils ont faim. Ils ont froid. Ils ont peur. Puis les caméras s'en vont et ces enfants vulnérables restent au cœur des crises. Avec l'UNICEF, vous pouvez les aider. Restez à leur côté en faisant un don mensuel sur unicef.fr/tv ou au 0801 903 902. Avec 10 € par mois, grâce à vous, l'UNICEF fournit des aliments thérapeutiques et des vitamines, des vaccins et des médicaments, de l'eau potable et l'aide dont ils ont besoin. Avec 10 € par mois, restons à leur côté. Parce que rester, ça change tout pour eux. Faites un don maintenant sur unicef.fr/tv ou au 0801 903 902. Ils sont en danger. Restez pour eux. Merci. La rénovation énergétique avec EFI pour changer de maison sans changer de maison. Isolation, chauffage, solaire, plus de confort et d'économie avec EFI. Renault Mégane E-Tech électrique, borne de recharge et 2 mois de loyer offert. Les stars du judo français reviennent sur les tatamis de leurs exploits pour le Grand Slam de Paris. Demain et dimanche, en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et sur RMC Sport 1. Voilà qui le tour. Le Paris Grand Slam avec le Crédit Agricole. Bonne nouvelle, retour du beau temps très bientôt pour tout le monde. En attendant, nous avons toujours cette vigilance rouge pour 3 départements au nord-ouest, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Donc soyez toujours très prudents vis-à-vis de ce risque de crue. Nous avons la dépression Ivo qui circule ici vers la Méditerranée. Elle va apporter encore des précipitations, mais au sud-est, un petit peu sur les Pyrénées, mais ça va se dégager assez rapidement au cours de l'après-midi. Ce sera encore un peu chargé des Cévennes jusqu'au Jura et aux Alpes avec un risque
risque d'avalanche et de la neige, parfois à basse altitude. Et une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest, mais rassurez-vous, faiblement active. Vraiment, quelques précipitations attendues. Ça va se dégager déjà vers les côtes de la Manche pour cet après-midi avec des températures 6 degrés à Paris, à Lille ou encore à Strasbourg. On ira jusqu'à 16 degrés. Ce sera à Bastia. On regarde les prévisions pour la suite. Il y aura encore quelques résidus nuageux pour demain et quelques pluies pour le sud-est, mais le beau temps va gagner du terrain. Peut-être quelques pluies pour la pointe bretonne, mais ça ne va pas durer et le soleil sera bien présent pour débuter la semaine. La météo des neiges avec Ski7. Location de ski en ligne partout en montagne. Et on part maintenant à la montagne. La dépression Ivo va nous apporter un ciel un petit peu chargé en nuages. Il y aura des précipitations et de la neige, y compris à basse altitude. Pour les Alpes du Nord, ce sera des 600 mètres. Du côté des Alpes du Sud, des 900 ou 1000 mètres. Et du côté des Pyrénées, la neige sera tombée en matinée. Attention au fort risque d'avalanche sur toutes ces stations tout au long de la journée. Soyez prudents. C'était la météo des neiges avec Ski7. Location de ski en ligne partout en montagne. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre rendez-vous avec Zoho, la solution CRM dédiée à votre business. 11h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans le live. L'espoir de la famille d'Ofer Calderon, l'un des 2 otages franco-israéliens encore aux mains du Hamas. L'espoir qu'il soit libéré ce week-end. Il avait été enlevé le 7 octobre alors qu'il était dans son kibboutz près de la bande de Gaza. Il a 54 ans, il avait été enlevé avec ses enfants qui, eux, ont été libérés une cinquantaine de jours après. Est-ce son tour? Stéphane Amar, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Il figure bien sur la liste des 3 otages libérés ce week-end. Oui, absolument. Une liste qui vient d'être communiquée aux autorités israéliennes. Il fera donc partie demain, normalement, des 3 otages libérés, vraisemblablement autour de midi. Ofer Calderon, effectivement, il est franco-israélien. D'ailleurs, le gouvernement français, Emmanuel Macron également, s'était mobilisé pour obtenir sa libération. Ce devrait donc être fait demain. Il y a également une autre libération parmi ces 3 otages qui est très attendue, qui suscite beaucoup d'émotions ici en Israël. C'est celle de Yarden Bibas. Yarden Bibas, c'est le père de cette fameuse famille qui a été enlevée. Le père, la mère et 2 enfants, 4 ans et seulement 9 mois pour le dernier, Pierre Bibas. Alors lui a été kidnappé séparément. Il a donc été détenu en dehors, à part sa famille, et on ne sait pas quel est le sort de sa famille. Les autorités israéliennes sont assez peu optimistes, en tout cas ces derniers jours. Lui va être libéré normalement demain, mais on est sans nouvelles de sa femme et de ses 2 enfants. En tout état de cause, eh bien, la publication de cette liste suscite beaucoup d'émotions ici en Israël, et on va à nouveau assister à cet échange d'otages. Je dois préciser que le gouvernement affirme avoir obtenu, le gouvernement israélien, des garanties de la part du Hamas pour que les libérations ne se passent pas comme ça a été le cas cette semaine, c'est-à-dire avec une foule hostile autour des otages libérés, mais dans des conditions beaucoup plus dignes. C'est en tout cas ce qui a été garanti aux autorités israéliennes. Merci beaucoup Stéphane. Oui, des garanties pour protéger les otages, Patrick Sauce, pour aussi s'assurer que ces libérations aient bien lieu. Oui, et jusqu'au bout, il y a de toute façon du stress. Le grand public a peut-être l'impression qu'il y a une espèce d'habitude qui s'est créée. Absolument pas. On n'est pas simplement sur un convoi de la Croix-Rouge qui part, qui récupère et qui fait le taxi jusqu'à l'armée israélienne. À chaque fois, le Hamas en profite pour faire une propagande de plus en plus terrible, chaotique. Les images de jeudi ont véritablement cette soldate qui était vraiment littéralement prise à partie au milieu de tous ces hommes terrorisés, alors que, souvenez-vous, lors de la première trêve, il y avait à chaque fois, c'était une obligation, c'était des images de propagande, mais le Hamas obligeait les ex-soldats
ex-otages à sourire et à remercier le Hamas, qui était assez grand, avait une grandeur d'âme pour les libérer. Là, pas du tout. Il y a une espèce de propagande qui est faite pour terroriser, pour montrer aussi que le Hamas est toujours présent et en armes. Et ça a atteint des proportions telles que Benyamin Netanyahou avait suspendu hier la sortie des bus de prisonniers palestiniens. Il a, semble-t-il, obtenu des garanties pour qu'il y ait simplement les termes de l'accord, c'est-à-dire un échange. Et donc, on va voir exactement comment ça va se passer. Est-ce que les 3 hommes vont être libérés en même temps? Est-ce qu'il va y avoir 3 opérations différentes? Comme Stéphane le dit, a priori, entre la fin de matinée et la mi-journée, là, on devrait avoir le début de l'opération de libération. Donc, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge qui part et qui remonte vers une partie encore inconnue de la bande de Gaza. La libération, ou en tout cas la reprise, la prise en compte de ces otages par la Croix-Rouge. Et puis ensuite, Tsahal, qui reprend là aussi ces hommes qui seront, on l'espère, des ex-otages à ce moment-là, pour les emmener vers l'hôpital le plus proche. On ne connaît pas leur état de santé. Certaines sources disent qu'ils sont en vie. Et on rappelle que la dernière image que les enfants d'Ofer Calderon ont eue de leur père, c'était justement un papa qui était blessé légèrement, mais blessé quand même. Et on connaît les conditions, évidemment, non hospitalière, je dirais, du Hamas et du djihad islamique, toutes les factions islamiques qui tiennent encore plusieurs dizaines d'otages. Blessés, mais en vie, effectivement, à ce moment-là. Au moins, on a le témoignage de ces enfants. On ne sait pas, en revanche, ce qu'a pu devenir Ohad Yahalomi. C'est l'autre otage franco-israélien. Aucune nouvelle. On ne sait pas si lui aussi pourra figurer sur la liste des otages libérables. L'espoir, évidemment, des familles, et l'angoisse aussi, parce qu'elles le disent toutes, ces dernières heures, les ultimes sont souvent les plus difficiles à vivre. On suivra, évidemment, ces libérations dès demain, on l'espère. Dans l'actualité également, on parle pouvoir d'achat, économie et la colère des patrons sur fond de croissance en berne et de chômage en hausse, avec le cri d'alarme des grands patrons. On a entendu Bernard Arnault, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les petits, comme les PME, qui s'alarment du nombre de délocalisations, du nombre aussi de fermetures d'entreprises et de chômeurs supplémentaires, et qui appellent le gouvernement à réagir. C'est un coup de semonce écrit ce matin. Regardez la CPME dans ce communiqué. Avec nous, Michel Picon, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Qu'est-ce que vous demandez en priorité aujourd'hui au gouvernement? La stabilité? Stabilité, un budget adopté, d'arrêter de charger la barque fiscale et sociale des entreprises. C'est trop facile. Il faut faire des économies d'abord dans l'État, dans cette bureaucratisation, dans ces strates de territorialité qui bouffent les budgets, qui nous amènent à une situation d'endettement, et de nous donner de la liberté, de la lisibilité, de la capacité à travailler. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Vous savez, les petites entreprises, elles vont pas partir aux États-Unis ni dans un paradis fiscal. Le boulanger, demain matin, il fera son pain. Le sujet est de savoir s'il pourra encore le faire, compte tenu du prix de l'énergie, compte tenu de l'augmentation des charges, y compris les charges salariales. L'infirmière, elle sera toujours là. Nous, on n'est pas dans une posture, on est patriote d'abord, économique, on pense à notre pays, mais on dit aux politiques, arrêtez de nous charger la barque, c'est plus supportable, en normes, en charges, en fiscalité. Avec les grands patrons qui allaient encore plus loin en disant si on continue comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les délocalisations. Écoutez la réaction de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT ce matin, qui tacle, qui parle de chantage. Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, sauf que vous pouvez pas le quitter, le navire. Non, nous, on quitte pas le navire. Et on a des relations avec nos salariés qui ne sont pas celles que j'entends. Vous savez, nos salariés, nous, on les côtoie tous les jours et on est très attentifs à eux. Mais ensuite, ils sont aussi conscients de la situation de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et donc, nous avons vraiment besoin que la classe politique se ressaisisse. Les élections viendront en leur temps, que nous ayons un budget, que l'on puisse travailler.
je ne méconnais pas non plus les sujets qu'évoque Madame Binet, qui sont ceux du pouvoir d'achat dans une vie qui est difficile. Dans un instant, ouais. Mais en tout cas, pour distribuer du salaire, distribuer de l'augmentation, faut qu'on travaille, faut que les marges soient remises en ordre et que l'entreprise, avant de distribuer, elle puisse produire et produire dans un environnement propice à son développement. Avec nous, Néla Latrousse et Gaëtane Mélin. Justement, Gaëtane, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement, en pleine négociation sur le budget, ces 50 milliards d'économies à trouver, peut entendre cet appel des patrons ? Il peut l'entendre, il l'a entendu, puisque si on prend la version du gouvernement Barnier, c'était une mesure, cette surtaxe, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui, une surtaxe qui concerne les entreprises qui réalisent entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et plus de 3 milliards. 20,6% pour celles qui réalisent entre 1 et 3 milliards et plus de 40% pour celles qui réalisent plus de 3 milliards. Comme LVMH, voilà. Exactement. Donc le gouvernement François Bayrou dit que ce sera une mesure qui ne durera qu'une année. Mais le problème, c'est que les entreprises ont bien du mal à croire cela, dans la mesure où on sait pertinemment que les mesures qui sont installées, eh bien, même pour une année, finalement, elles ont tendance à durer. Regardez ce qui s'est passé avec la CSG. Pendant ces 7 dernières années, les gouvernements qui se sont succédés sous Emmanuel Macron ont eu la force de mettre en place une politique de l'offre avec une fiscalité stable, des mesures sociales également stables, et ça a permis aux entreprises effectivement d'investir et d'embaucher. Regardons le chômage qui est tombé à son plus bas et qui commence à remonter. Mais qui repart, voilà. Eh bien oui, tout simplement parce que toutes les planètes sont alignées aujourd'hui, tous les feux sont au rouge. On a un contexte économique qui est particulièrement difficile. On a une concurrence mondiale qui est tout à fait considérable. Et aujourd'hui, de quoi on parle ? Eh bien, on parle tout simplement d'augmenter les coûts des entreprises et qui vont les rendre encore moins compétitives. Et quand vous dites que seules les grandes entreprises vont et ont la possibilité de partir ailleurs, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un tissu d'entreprises, de PME qui travaillent avec ces entreprises. Des emplois indirects, bien sûr. Et donc, des emplois indirects. Si effectivement, ces grandes entreprises n'ont plus intérêt à travailler en France, et finalement, en plus, quand on regarde dans le détail, notamment LVMH, c'est 10% de son chiffre d'affaires en France. C'est vraiment une part qui est vraiment ridicule. Même chose pour les plus grands groupes du CAC 40 aujourd'hui. Mais malgré tout, ces entreprises, elles payent des impôts en France. Et ça, c'est important, il faut le redire. LVMH, c'est 6 milliards d'impôts sur les sociétés partout dans le monde. Et c'est 3 milliards en France. Et à tout le monde, le gouvernement répond, on est là, effort collectif. Oui, avec un niveau de réponse encore légèrement, on va dire, plus énervé ce matin du gouvernement. Alors, ça monte, ouais. Alors, en disant, enfin, dans les formes, si on ne s'arrête qu'à la forme, on se dit tout cela est bien policé. Mais sur le fond, les arguments ce matin mis sur la table par le ministre de l'économie ou par la ministre des Comptes publics, c'est de dire que les entreprises ont été très aidées ces derniers temps, de jouer en quelque sorte une partie de l'opinion contre les entreprises, tout en disant évidemment qu'ils sont surpris que continue la politique de soutien aux entreprises. Ce matin, Amélie de Montchalin sur BFM TV disait choc de simplification, on va lever un certain nombre de... des années qu'on en parle. C'est ça. Oui, alors ça, on vous l'a promis un autre sujet, je veux bien qu'on en parle après. Mais juste pour finir sur la réponse politique, puisque c'est la question qui m'était posée, on voit que ce matin, en fait, dans sa réponse, le gouvernement, là où il aurait pu dire, on sera évidemment, axé avant tout sur la compétitivité, et de dire nous serons évidemment à l'écoute des entreprises et bienveillants sur la compétitivité, ce qui a été le discours pendant 7 ans sans discontinuer, on entend poindre le oui, mais vous avez été aidé pendant le Covid. Oui, mais il y a un certain nombre d'aides. Et ça, c'est quelque chose de relativement pas nouveau, mais j'entends là-dedans qu'il y a l'idée de prendre à témoin les Français pour leur dire, vous avez vu, on les a aidés, on leur demande aussi des efforts, on ne cède pas complètement. Cela étant, le gouvernement ne peut pas faire sans les entreprises. Je rappelle que la croissance... Attendez, parce que je voudrais qu'on parle salaire aussi. C'est ça mais je vais y arriver. Français. Mais la croissance, oui, mais moi aussi. La croissance est indexée tout de même sur l'activité des entreprises. Et si le moral des entrepreneurs n'est pas bon cette année, qu'on laisse tomber tout de suite. Il n'y aura pas une bonne croissance et il y aura un budget 2026 qui sera sans doute encore plus mauvais que celui-ci. Les Français qui s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat et sur leur salaire aussi, qui ont une question. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence entre le salaire brut? Est-ce qu'on touche réellement à la fin du mois? Où va l'argent entre-temps? On va voir ça avec les éclaireurs. Et vous, Benjamin Dubois, comment s'explique une telle différence?
Alors Rosine, on a pris un exemple, en fait, l'exemple de Stéphane. Il est conducteur de travaux dans le BTP pour un salaire de 4 000 € par mois en brut. Et il se retrouve avec 2 800 € en net. Stéphane, il coûte 7 147 € à son patron. Mais à partir de ce montant, il faut déduire les charges patronales. C'est en France que les charges patronales sont les plus élevées parmi les pays de l'OCDE avec 26,6%. Une fois les charges patronales soustraites, eh bien, le salaire de Stéphane atteint alors 4 000 €, encore loin de ces 2 800 € nets. Les cotisations salariales, elles, sont estimées à environ 25% du salaire brut, des cotisations pour la santé, pour le chômage, pour la retraite. Et donc, à l'issue de ces prélèvements en cascade et également du prélèvement de l'impôt sur le revenu, Stéphane reçoit alors 2 800 € nets. Il faut savoir que selon l'OCDE, la France est dans le haut du classement en ce qui concerne le montant total des prélèvements, cotisations et impôts qui creusent l'écart entre le coût du travail et également donc le salaire net perçu par le salarié avec 47 € d'écart. Elle se situe à la 4e position après, vous le voyez, la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche. Effectivement, en voyant ces chiffres, on se dit qu'on y réfléchit à 2 fois avant d'embaucher, effectivement. Bien sûr, et puis on est dans une situation paradoxale. Le salarié n'est pas content et c'est bien normal. Comment voulez-vous qu'il le soit ? Et l'entreprise est dans l'incapacité d'apporter une réponse à ça. Nous disons depuis des mois et des mois, et il me semble que ce débat est en train de prendre, enfin le MEDEF rejoint la position que je défends depuis plusieurs mois, qui est celle de trouver d'autres sources de financement de notre protection sociale qui est trop ancrée aujourd'hui sur le salaire. Par exemple, la TVA ? Par exemple, moi je pense que c'est un mix d'un peu de tout. Il y a la TVA, alors il ne faut pas dire TVA sociale, ça porte malheur, paraît-il, le mot est brûlé. TVA ciblée, il ne s'agit pas de mettre une TVA sur des produits qui vont alourdir la charge des Français. Il y a la TVA. Il y a, pardon de le dire, mais la flat tax et les dividendes, au nom de quoi le travail serait davantage taxé autant que le dividende. Vous avez 100 € qui viennent de votre salaire, vous en percevez que 53, vous avez 100 € qui viennent de dividendes, vous en gardez 70. Entre 70 et 53, on peut peut-être aller chercher quelques points qui vont permettre de réguler. Il y a aussi, les retraités. Et je suis sûr que la majorité des retraités... Ils ont essayé. Oui, mais ils sont attentifs aux difficultés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Il faut avoir de la pédagogie. Les retraités sont en défiance aussi avec le pouvoir politique. Ils se disent, nous, on veut bien faire un effort, mais si c'est pour que ça rentre dans le pot commun de l'État et on ne sait pas où ça va, si le retraité, il contribue de 2-3 points et qu'il voit que c'est directement fléché vers ses enfants, vers ses petits-enfants... Je sais qu'il y a beaucoup de petites pensions, il l'accepte. Oui, il faut bien évidemment protéger les petites pensions, mais il n'y a pas que des petites pensions. Et puis, il y a aussi l'héritage, pardon de le dire. Sur 100 € hérités, toute déduction faite, on conserve 94 €. Je veux dire, quand on fait cette liste comme ça, on voit bien que le travail dans notre pays est trop taxé. Et donc, ça concourt aussi à la dévalorisation du travail. Or, c'est une valeur essentielle qu'il faut réhabiliter, d'abord par des rémunérations plus fortes et une baisse des charges qui pèsent dessus. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus en plateau. J'espère que le gouvernement a pris des notes. C'était très précis. Voilà votre liste, vos propositions pour essayer effectivement de gagner un petit peu plus. 4 000 € bruts. On passe à 2 800 nets. Effectivement, on comprend mieux aussi pourquoi les courses sont plus compliquées et pourquoi on se pose autant de questions avant de remplir son caddie. Merci encore d'avoir été avec nous. On en vient à la grippe parce qu'elle est toujours là, particulièrement virulente, forte chez les adultes, exceptionnelle chez les